Jodrigbe ou Super Joe livre une guerre contre l'insalubrité. Ce jeune volontaire au service de la société depuis 15 années n'a point de répit. Puis au Soudan du Sud, la secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir, Djema Nounou Koumba, va devenir la première femme à présider le Parlement sud-soudanais, plus jeune au pays, au monde, plus jeune femme au pays, au monde, qui a obtenu son indépendance il y a 10 ans. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La salubrité, c'est l'affaire de Jodrigbe ou Super Joe. Aucun caniveau et rue insalubre ne lui résiste à ce jeune et à la tâche depuis maintenant 15 années. Une mission difficile qui n'entache en rien sa force du vouloir, même s'il n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts. Bintou Pekele l'a rencontré. Commune d'Abobo, quartier derrière Raï. Jodrigbe, jeune volontaire, lutte pour un cadre de vie sain. Son mégaphone et un dépliant de sensibilisation sur le paludisme à la main, Joe fait du porte-à-porte dans son quartier pour interpeller ses voisins sur les maladies liées à l'insalubrité. Tu as vu la musique là? Tu as dit ça non? C'est à cause de l'eau sale là. Puneux, l'eau sale, comme ça là. Voilà. Comme derrière la maison là. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Faisons de sorte que nos enfants ne tombent pas malades en nettoyant le quartier. Dans cette cour commune, Joe n'est pas à sa première visite. Il est connu des habitants qui lui attribuent divers sobriquets. Moi, je l'appelle nettoyer chez nous. Pratiquement tous les dimanches, il a son râteau, même s'il pleut. Il nettoie le coin seul. Il ne dit pas à quelqu'un viens m'aider. On lui doit le merci. C'est quelqu'un qui veut ta santé, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est vrai ce qu'il vient de dire là, tout est vrai. Vraiment, on va faire ce qu'on peut faire. Même si on n'est pas gamin, si ça, on va faire. Mais le message de Joe semble mal compris. Les habitudes demeurent, mais ce soldat de la salubrité ne désespère pas. Fini la sensibilisation, Jodrigbe, de retour à la maison, enfile une autre tenue pour un autre défi. Muni d'un sac à dos et de 2 bâtons, direction la gare d'Abobo pour curer les caniveaux. Ces actions humanitaires et sans salaire auxquelles il s'adonne visent à lutter contre l'insalubrité publique. Une mission divine selon lui, il se fait appeler Super Joe. En septembre 2006, lorsque mon père m'a dit que je ne pouvais plus continuer les études, j'étais en classe de BT, deuxième année. La nuit de de dimanche à lundi, j'ai fait un songe là-dessus. C'est comme si je parlais aux gens dans les rues, à mon réveil, comme s'il y a une voix qui me disait « va sensibiliser ». Donc, je peux appeler ça comme une mission divine. Parce que il y a plein d'événements qui sont passés, là où je pourrais arrêter définitivement. Vous partez quelque part, vous n'arrivez pas à avoir vos gagne-pain là-dedans, on vous insulte, on vous frappe, mais vous continuez quand même. Qu'est-ce que vous pousse à le faire, si ce n'est pas la voix de Dieu? À peine arrivé à la mairie d'Abobo, Super Joe déballe le contenu de son sac et se met à la tâche. Pendant ce temps, la vie continue autour de lui sans que personne ne s'en préoccupe. Il se permet même de sensibiliser des commerçantes installées dans les ordures. Une dizaine de minutes après, le caniveau est assaini. Joe peut regrouper les sacs poubelles et reprendre le chemin de la maison. Si Joe est heureux de servir la société, sa vie familiale est pleine de mélancolie. Il vit avec sa femme et sa fille dans cette maison de fortune sur le point de s'affaisser. Sans salaire aucun, des moments sombres, inquiétants et parfois même des envies suicidaires, c'est l'autre visage de Super Joe. Sa compagne reste son seul soutien. S'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent m'aider à créer une entreprise dans ce domaine-là, j'ai de l'expérience. 15 ans, ce n'est pas petit. Ne serait qu'avoir même un tracteur. Un tracteur pour collecter les déchets, donner ça aux entreprises qui font la collecte, parce que vous pouvez me payer par tonnage. Vraiment, ça serait quelque chose de bon pour moi. Pour fuir cette sombre réalité de sa vie, ce soldat pour la salubrité multiplie les initiatives. Et il crée une ONG en vue de formaliser sa mission, mais tout va au ralenti. Il s'est donc tourné vers les réseaux sociaux pour une sensibilisation de masse à l'hygiène. Samedi 26 juin, nous sommes au plateau Le Quartier des Affaires de la capitale économique. Une dizaine de personnes de diverses nationalités ont répondu à l'appel de Joe via Facebook pour nettoyer les déchets plastiques de la baie lagunaire. On se retrouve souvent à 50, à 60. Aujourd'hui,
Comme nous ne sommes pas assez, on a décidé seulement que de s'attaquer aux déchets plastiques. Parce que c'est le plus dangereux des déchets. Les volontaires se disent heureux d'y participer. Quand on me propose de venir nettoyer, si je suis libre, que j'ai du temps pour ça, évidemment que je vais participer en fait. Je ne trouve pas ça normal que ce soit ici. On a envie de faire la ville d'Abidjan, zéro déchet. J'ai contacté Joe, qui est l'un de mes amis depuis la France. Donc comme lieu d'espoir Ivoire, on a le pôle environnement. Donc du coup on s'est dit mais pourquoi ne pas se joindre à lui pour pouvoir œuvrer dans le même sens. Chaque petite action compte et donc quand on est nombreux comme ça c'est encore mieux. Une satisfaction totale pour Joe, l'initiateur, qui invite chacun à y mettre du sien. C'est l'affaire de tous. En dehors du ramassage, il y a la sensibilisation. Il y a la prise de conscience. Que tout le monde s'imprègne vraiment, véritablement de la propriété de cette lagune que nous devons préserver à tous les prix. Pendant une demi-journée, Joe et ses amis ont collecté plusieurs sacs usés en bordure de la lagune ébriée, équivalent à 380 kg de déchets plastiques. Joe Drigbe ou Super Joe retrouvera sa famille sans un sou dans la poche. Ces vieux démons ressurgiront certainement et Joe redescendra à nouveau dans les caniveaux, dans l'espoir qu'une bonne volonté lui apporte de l'aide. Si le Super Joe a tout le nécessaire qu'il faut, ça sera un Joe encore plus déployé, avec plus de volontaires, afin de rendre Abidjan plus propre. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation se dit prêt à soutenir les chercheurs et inventeurs ivoiriens pour la mise en œuvre de projets innovants dans le domaine agricole. Le FONSTI veut faire de la mécanisation de l'agriculture une arme contre la vie chère en produisant en quantité les produits vivriers. Le reportage de Alassane Drabou. Sur les marchés ivoiriens, les produits vivriers connaissent régulièrement une flambée de prix, ce qui n'est pas du goût chez les commerçants et consommateurs. Tu venais acheter Gomo. Avant, l'état là c'est à 200. Maintenant c'est à 500. Tu viens avec l'argent, ça n'arrive pas vraiment, c'est très cher le marché. Je vends en détail, en kilo, je vends presque tout, les légumes. Le prix a augmenté, ça seulement on ne peut pas mentir. Les clients se plaignent, mais ce n'est pas de notre faute. Les causes sont parfois diverses selon les experts du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, qui pointent du doigt le manque d'initiatives et d'innovation dans le secteur agricole. Au cours de cette rencontre intitulée « Déjeuner de l'innovation », Dr Yaya Sangaré appelle les inventeurs à s'impliquer davantage dans la recherche afin de parvenir à la mécanisation de l'agriculture. L'une des causes majeures qui explique la cherté de la vie actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la faiblesse de la productivité au niveau donc des cultures vivrières. Nos paysans continuent de produire comme au 19e siècle, continuent de travailler selon des méthodes archaïques, des méthodes artisanales. Donc ce que nous souhaitons faire au niveau du FONSTI, c'est promouvoir la culture de l'innovation dans notre pays. C'est l'innovation qui peut permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. L'innovation, levier de développement social et économique, le thème de cette première édition du Déjeuner de l'innovation. Un cadre d'échange qui a permis aux journalistes et entrepreneurs de s'informer sur les opportunités de financement de projets, de recherche et d'invention en Côte d'Ivoire. Les échanges ont été fructueux. On a, par exemple, permis de comprendre les structures qui permettent le financement des projets. Je souhaite, par exemple, qu'on vulgarise l'information concernant l'existence d'un fonds de financement. C'était un partage d'expérience assez intéressant parce qu'en tant qu'entrepreneur, on vit l'innovation et on rencontre des défis, notamment 3 défis, celui de l'accès au financement, celui de l'accès au talent et enfin aussi celui du cadre réglementaire en fait, pour aider les entreprises à vraiment déployer leur innovation sur le marché. L'innovation technologique contribue à l'autosuffisance alimentaire. Elle favorise la mécanisation de l'agriculture dont l'objectif est de réduire la pénibilité du travail, améliorant ainsi la productivité et le calendrier des opérations agricoles en vue de satisfaire la demande des produits vivriers sur les marchés locaux. Et puis l'arme efficace contre la pauvreté demeure bien entendu l'entrepreneuriat par le financement de projets parmi tant d'autres. Et cela, la jeunesse unie pour le Gantugo l'a bien compris, d'où
une troisième édition de la journée de l'emploi en vue d'apporter un appui financier et didactique aux jeunes porteurs de projets. Le reportage de Anissette Konan. Faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés dans le tissu socio-professionnel afin de réduire le taux de chômage. C'est l'objectif de la troisième édition de la journée de l'emploi, une journée initiée par la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo qui a regroupé plusieurs jeunes à l'auditorium de la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Le chômage massif des jeunes est un fléau au niveau économique, au niveau social et même au niveau politique. Et c'est pourquoi nous avons initié cette journée-là, pour réfléchir, pour ne pas dire, pour recevoir, pour faire animer des panels qui traitent des thématiques de l'emploi. Et au cours de cette cérémonie aussi, c'est l'opportunité pour nous de collecter des CV. Et comme on a des partenaires, on a des entreprises qui sont partenaires, les CV collectés, en fin des profils, on sait quelle ou quelle entreprise faut remettre tel ou tel CV. La thématique de cette troisième édition de la journée de l'emploi, les opportunités d'insertion socio-professionnelle des jeunes. En outre, l'entrepreneuriat a été évoqué comme solution d'indépendance par les panélistes. On a donc deux grands compartiments d'insertion en Côte d'Ivoire. Ce sont premièrement la fonction publique et deuxièmement le secteur privé. Mais ces dernières années, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place, c'est l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Pour un étudiant qui sort de l'université, il n'a plus d'excuses pour dire que je n'ai pas de travail. C'est pour ça que nous sommes là pour les instruire, pour les former sur cet aspect-là, de sorte qu'ils puissent, en dehors des voies classiques d'insertion, qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge. Il faut que les jeunes fassent preuve de créativité. Il faut que les jeunes fassent preuve d'innovation pour pouvoir y arriver, créer eux-mêmes leur richesse. Les participants à cette troisième édition de la journée de l'emploi ont exprimé toute leur satisfaction. Nous avons vu comment optimiser ces chances pour pouvoir accéder à un emploi. Nous avons vu dans un premier temps mis l'accent sur la formation, c'est-à-dire comprendre le mécanisme, et puis après un planning, c'est-à-dire l'emploi du temps. L'essentiel pour avoir un emploi, c'est la formation. Il faut d'abord passer par la formation pour avoir un emploi et être garanti là. Sinon, sans formation, on peut avoir l'emploi et le perdre facilement. Donc c'est ce qui m'a motivé vraiment à être présent. La journée de l'emploi, organisée chaque année par la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo, a permis à 37 jeunes d'effectuer des stages et avoir des opportunités d'emploi. Toute chose que la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo entend perpétuer pour lutter efficacement contre le chômage. Salif Keïta a fait carton plein au Palais de la Culture de Treichville, un concert inédit dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski, lors de laquelle le public a fredonné des mélodies, des titres phares de l'auteur, compositeur et interprète qui a un style musical qui combine les rythmes musicaux traditionnels de l'Afrique de l'Ouest avec des influences européennes et américaines. Le reportage de Noussangari. Ils n'ont pas voulu se faire compter le concert de celui qu'ils considèrent comme étant la voix d'or de la musique africaine. Les fans de Salif Keïta ont effectué nombreux le déplacement au Palais de la Culture d'Abidjan pour communier avec la star malienne. Salifou, je suis née Salifou, j'ai grandi Salifou. J'ai écouté Salifou quand j'étais petite avec ma maman, mes tantes et tout. Et là, je suis en vacances et je ne peux pas rater cette occasion. Nous sommes très heureux de participer à ce concert de Salif Keïta qui m'a fait l'insigne honneur de m'inviter, moi et mon conseil municipal. C'est un très grand artiste, Salif Keïta. On ne peut pas le qualifier, c'est un grand artiste. Le public est en transe quand l'artiste foule le pied de la salle à Noumambo. 2 heures de show illuminent de 1000 feux la scène du Palais de la Culture d'Abidjan. Un spectacle riche en mélodies qui a permis à l'artiste de revisiter son répertoire musical. Le public reprend en chœur les différents titres de l'artiste. Ce concert grand public après la fête de la Tabaski est une occasion pour la star malienne de témoigner sa gratitude au peuple ivoirien.
Nord de chez nous, au Soudan du Sud, la secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir, Djema Nounou Komba, va devenir la première femme à présider le Parlement sud-soudanais, le plus jeune pays au monde qui a obtenu son indépendance il y a 10 ans. Née en 1966, Komba rejoint au début des années 90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile qui les opposait à Khartoum. Elle a ensuite activement milité au sein du parti, puis a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le gouvernement soudanais, alors dirigé par Omar el-Béchir. En Inde, les secouristes, parmi lesquels de nombreux militaires, tentent aujourd'hui de retrouver des survivants au milieu de la boue et des débris après des glissements de terrain, des éboulements et des inondations qui ont fait au moins 115 morts dans l'ouest de l'Inde, frappés par les pluies de mousson. Des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues dans les environs de Bombay, la principale place financière du pays et capitale de l'État de Maharashtra, où la totalité de ces décès ont été enregistrés et dont près de 90 000 habitants ont dû être évacués. Un cours d'eau, le Savitri, est sorti de son lit, rendant complètement inaccessible par voie terrestre la ville de Mahad. Plus de 1000 maisons avaient subi de graves dommages et les services météorologiques indiens ont placé plusieurs régions de cet État en alerte rouge, précisant que les fortes précipitations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Et pour finir, sachez qu'en Chine aussi, après des pluies diluviennes, des habitants de milliers sous le choc, maisons en ruine, routes pulvérisées et voitures ensevelies sous une marée de boue. Sous le choc, les habitants de la ville chinoise de Millet pleurent devant les décombres après des intempéries dévastatrices qui ont fait au moins une 50aine de morts. Voilà, c'est sur ces informations que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Apportez-vous.